Alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là après une journée de cours. J'ai plaisir à partager ce moment avec vous. Alors moi je m'appelle Jean-Pierre Véran, je suis depuis 1992 sur des terrains, on va dire, compliqués et complexes des milieux humanitaires. J'ai commencé ma carrière en 92 au Libéria. Et après j'ai continué sur le génocide du Rwanda, la guerre en Afghanistan, en Irak, un peu de partout, sur des crises et des urgences. Mon métier c'est urgentiste sur la gestion d'épidémies et de crises, avec une partie, comme l'a dit Salomé, gestion de l'eau, mais gestion aussi de l'épidémie, de la prévention, contrôle de l'infection. J'ai eu l'opportunité de travailler dans, je ne sais plus combien de pays, qu'importe, mais sur plusieurs continents, qui m'ont amené à gérer des crises complexes avec des équipes, que ce soit Ebola pendant 2 ans, que ce soit le choléra en Haïti, que ce soit des situations de guerre et de conflits en Irak, en Afghanistan, ou au Libéria ou ailleurs, et des situations plus stables, mais aussi compliquées comme la Birmanie. Voilà, donc moi je ne suis pas conférencier, mon métier c'est ce que je viens de vous dire, et j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, parce que c'est compliqué de partir sur le terrain trop longtemps. Je rentre là, je suis rentré une semaine du Sud-Soudan pour une mission pour le Comité international de la Croix-Rouge sur les épidémies, pour former du monde à la gestion des épidémies, notamment le choléra sur place, et aussi Ebola, qui est une fièvre hémorragique. Donc ça c'est mon métier sur le terrain. Et le reste du temps, j'enseigne. Donc j'enseigne à Lyon, j'enseigne à Toulouse, la semaine prochaine je suis à la fac de médecine de Clermont, j'enseigne à Paris, j'enseigne ce que je fais sur le terrain depuis 30 ans, et ce que j'aime faire. Et ce que j'aime surtout partager. Alors je ne suis pas conférencier, donc des gens qui savent très bien faire les conférences, toutes les paroles sont bien claires et tout. Je vous ai juste préparé un petit support, je ne vais pas tout le faire, mais c'est pour avoir des points d'accroche pour moi. Et le but après, c'est de faire des questions-réponses, voilà, sur ce que vous voulez d'ailleurs, toute l'expérience que je pourrais partager avec vous. Alors la thématique qu'on avait choisie ce soir, et elle est imbriquée dans tout un tas de choses, c'est l'eau, la gestion de l'eau, c'est la problématique de l'eau, les enjeux qui vont autour de l'eau, et j'articulerai ça autour de plusieurs points qui peuvent être l'accès à l'eau, comme on le voit là dans cette photo, qui est une vraie photo, où on voit cet enfant qui boit de l'eau dans un pays en Asie, et on s'imagine bien que cette eau, elle n'est pas comme les normes de notre eau du robinet là, potable. Et ça engendre tout un tas de problèmes qu'on verra après sur l'accès à l'eau et les maladies. Chaque année, il y a des millions de gens qui meurent de ça, tout simplement parce que l'eau qu'ils ont n'est pas potable. Deuxième photo, c'est l'eau est un bien précieux, et donc on voit un gars qui va à la banque pour la laisser. Ça, c'est juste la prise de conscience qu'on a depuis quelques années, que l'eau sur la Terre, elle est exactement la même en termes de quantité qu'au départ de la formation de la Terre, en gros, d'accord ? Simplement que la différence, c'est qu'on est 7 milliards aujourd'hui, et que quand ça s'est créé, on n'était pas très nombreux. Donc il y a toute cette dynamique à comprendre, mais non seulement on est 7 milliards, mais en plus on a créé une société dite industrielle, avec tout ce que vous connaissez comme désagréments, pollution et tout ça. Donc ça aussi, c'est un énorme souci sur conserver de l'eau potable. Et puis il y a une autre dynamique que j'inclus dans cette présentation, c'est tout ce qui peut être conflit lié à l'eau. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je passerai une petite vidéo de quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup et j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelait Jean-Christophe Victor, qui avait une émission qui s'appelait Dessous des cartes, qui nous a quittés il y a 2-3 ans, et qui est un géopoliticien global et qui a fait quelque chose sur l'eau qui était vraiment bien. Donc je vous passerai ça. Et donc du coup il y a deux choses, il y a les conflits générés par l'eau, qui peuvent être, là j'étais dans la région donc le Soudan du Sud, on a le Nil blanc et le Nil bleu, et on a des problématiques avec le Soudan, avec l'Éthiopie dans ces zones-là de partage. On n'a pas de conflit vraiment ouvert, il y a des soucis. Donc on parlera de ça un peu, mais c'est surtout sur ce qui risque d'arriver, enfin non, c'est pas ce qui risque d'arriver, c'est ce qui est en prévision de plus en plus clair, c'est ce qu'on appelle les déplacés climatiques. Donc les déplacés climatiques, c'est des gens qui vivent actuellement au Bangladesh, aux Maldives ou ailleurs, et qui un jour vont peut-être être obligés, même sûrement pour certains, de bouger de leur lieu de vie actuel, parce que la montée des eaux des océans est trop importante, et qu'ils ne pourront plus cultiver déjà, parce que les terres seront salées. On verra qu'il y a un énorme problème de salinité des terres, et que c'est des gens qui partent. Et puis il y a une autre chose qui est en lien avec cette photo-là, c'est la recrudescence
des catastrophes naturelles qui sont liées aussi à des changements climatiques. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais quand même, en 30 ans, je me rends bien compte qu'il y a des choses qui sont quand même assez violentes, assez fortes, avec des impacts fréquents. Et j'ai eu l'opportunité d'intervenir sur beaucoup que ce soit des cyclones, des ouragans, des choses comme ça. Et on se rend compte qu'il y a quand même des ampleurs extrêmement fortes, avec des phénomènes violents. Donc ça aussi, ça impacte le vivant, ça impacte l'environnement. Alors, toutes ces photos-là, c'est des photos qui sont liées à l'eau et qui sont liées à l'environnement. On va parler aussi de l'agriculture, avec un mode d'agriculture dans certains pays qui a fait un choix avec une agriculture non raisonnée et plutôt très, je dirais, expansive. Et donc, on a un énorme enjeu, et j'ai pris cette... Enfin, c'est pas moi qui ai pris la photo, mais je l'ai choisi pour ça. On a un champ énorme, un tracteur à côté, vous voyez, il y a de l'eau qui coule. Et on sait très bien le lien entre tout ce qui est intrants, donc pesticides et tout ça, qui vont se retrouver un jour dans l'eau. Il y a tout à l'heure Jean-Christophe Victor qui va dire une citation de Pasteur: nous buvons nos propres microbes et notre propre poison au final. Il faut savoir qu'une goutte d'eau qui tombe aujourd'hui, puisque donc ça, tout commence là, le cycle de l'eau que vous connaissez tous depuis la 6e. Ok, il y a l'eau qui s'écoule et puis l'eau qui s'infiltre et tout ça. Le problème, c'est qu'entre-temps, l'eau elle a été en contact avec des éléments polluants qu'on va rencontrer. Et l'agriculture, dans certains cas, c'est 80% de l'eau qui est exploitée vient de cette partie-là. Alors, on va justement regarder une petite vidéo d'introduction pour caler quelques questions clés que je trouve intéressantes pour démarrer cette présentation. L'accès à l'eau potable est largement insuffisant parce qu'on a quand même quasiment 1/7 de la population qui n'a pas d'accès. On est 7 milliards d'habitants dans le monde, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas l'accès à l'eau potable. Ne pas avoir accès à l'eau potable, ça veut dire que ça contribue à la malnutrition et ça contribue à des maladies. Il y a beaucoup d'enfants, plus d'1 million d'enfants par an meurent par manque d'eau, manque d'eau potable. Pasteur disait, on boit ces maladies. 90% des maladies viennent de ce qu'on boit. Il y a des programmes de fonds qui sont créés, qui sont investis, effectivement, dans les pays les moins avancés, qui sont souvent sur la belt africaine, subsaharienne, mais pas uniquement, et qui consistent effectivement à favoriser l'accès à l'eau potable. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est la construction de réseaux, donc ça suppose des investissements, mais ça suppose aussi que les fleuves constituent soit une eau potable, ce qui n'est pas toujours le cas, soit filtrés, ce qui suppose aussi des investissements. Quand vous regardez dans l'histoire, il n'y a pas eu de guerre d'eau. Il n'y a pratiquement pas eu. Au moment de la première guerre Koweït-Irak, en 90, la Turquie, qui était dans l'alliance occidentalo-arabe, n'a pas utilisé ces barrages du Tigre et de l'Euphrate pour faire pression sur l'Irak. Il y a des problèmes qui sont liés à deux choses. La plupart des fleuves sont transnationaux. Alors quand vous réfléchissez en termes de mentalité, quand on habite dans un pays, on pense que le fleuve c'est à moi. Non, le fleuve, il peut traverser plusieurs pays. On le voit sur le Danube, on le voit sur le Gange, on le voit sur le Brahmapoutre, on le voit sur le Mékong. Deuxièmement, il faut des accords entre les États de partage des débits de l'eau, de propreté du fleuve, donc tous les problèmes de pollution. Il va y avoir des pollutions en amont qui se retrouvent en aval, donc c'est un problème stratégique et géopolitique. Et on voit qu'il y a certains groupes d'États qui arrivent à passer des accords et d'autres qui ne le passent pas. Il y a plusieurs comités de gestion du Mékong. Et le pays le plus important, c'est évidemment la Chine. Et donc, quels sont ces rapports de force avec les États aval, qui sont le Laos, la Thaïlande, le Vietnam. Vous pouvez très bien avoir un État qui est, avec une géographie physique, État aval,
qui, par sa position militaire, se retrouve État amont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Israël, c'est typique. Israël n'est pas plutôt un État aval, hein, en dessous du Dan, du Litanie, du Jourdain, mais par sa position militaire et ses accords juridiques et sa pression sur les territoires de Cisjordanie et bien sûr de Gaza, est devenu un État amont. Donc c'est elle qui a la capacité de gestion des eaux fluviales et même des nappes aquifères. Quand j'étais petit, quand j'étais étudiant, on m'expliquait que, mon vieux, la Terre ne supportera jamais 4 milliards d'habitants. C'est pas possible. Vous connaissez la suite. Hein. Plus on avance aussi en démographie, plus vous avez une part de personnes, de malnutrition qui se réduit. C'est vrai qu'on a une culture où on pense que l'eau est infinie. Elle ne l'est pas. Et donc je pense que dans la scolarité, par l'éducation qu'on donne aux enfants, on peut leur expliquer que non, ce n'est pas infini. On a un rapport à l'eau, par exemple au Brésil, qui est très étonnant. On a un rapport d'infini. Alors ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc je pense que nos modes de consommation, nos mentalités, nos comportements vis-à-vis de l'eau, je pense que c'est à nous d'évoluer et à faire évoluer nos enfants. M'effacer, laisser la parole à quelqu'un comme Jean-Christophe Victor pour présenter les sujets, les quelques thématiques qui ont été présentées. Alors je vais juste passer quelques caricatures. J'aime bien les caricatures parce qu'elles sont très parlantes, sans beaucoup d'écrits. On a des choses assez parlantes. Ça, c'est une caricature qui nous montre la différence entre les pays dits du Nord et les pays dits du Sud, avec une consommation de l'eau. Donc, dans certains pays, on va avoir 10-20 litres d'eau par jour et par personne. Et puis, dans certains pays, on peut aller jusqu'à 300 litres. Et donc, ça, c'est un problème de déséquilibre qui est là. Et on verra tout à l'heure qu'il y a des pays qui ont énormément d'accès à l'eau et d'autres qui sont dans un cas qu'on appelle de stress hydrique. Voilà, c'est la même chose sur un autre dessin que j'aime bien aussi, où on n'a pas les mêmes besoins et on a créé aussi certains besoins. Voilà, un bain comme ça doit être 300 litres. Et dans le monde, il y a beaucoup de gens qui vont se servir dans un puits et qui apportent 5 à 10 litres ou 20 litres d'eau sur la tête. Et ça, c'est la consommation parfois d'un foyer, peut-être un peu plus, 30-40 litres pour une journée. Donc c'est pour expliquer que dans certains domaines, on ne peut pas comprendre l'autre si on n'a pas été témoin de tout ça. Et puis le chiffre 2,7 milliards d'humains n'ont pas accès à l'eau potable, ça inclut l'assainissement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas une eau potable. La potabilité, c'est une eau qui ne rend pas malade, donc qui ne transmet pas de maladie. Et ça engendre tout un tas de choses, évidemment, sur la santé publique, mais ça va plus loin, puisque ça va évidemment dans et Victor en a parlé, ça va dans la partie nutrition, puisqu'on sait très bien qu'il y a un lien. Il y a une grande ONG française, quand elle a été créée dans les années 80, Action contre la faim, elle luttait, son mandat, c'était la lutte contre la malnutrition dans les pays qui étaient des pays en conflit. Mais très vite, elle a rajouté une composante à cette composante nutritionnelle, qui est la composante qu'on appelle WASH, l'eau. WASH, ça veut dire eau, assainissement, hygiène en anglais, on utilise cet acronyme, parce que sans eau potable, pas de possibilité d'avoir une bonne nutrition, et les enfants tombent malades. Alors voilà, ça aussi c'est une représentation assez intéressante. Pour certaines personnes, l'eau c'est la vie, et pour tout le monde, l'eau c'est la vie. Et après, pour d'autres personnes, voilà, il y en a un qui voit de l'or, l'autre qui voit juste la possibilité de survivre avec ça. Alors il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour préserver l'eau. Là c'est en italien, mais c'est la journée mondiale de l'eau. Mais pareil, la vision n'est pas toujours la même quand on pose des questions à des gens. Où l'eau, ça peut être une survie, ou ça peut être le fait de se baigner dans une piscine. Et ça, c'est un truc qui me plaît parce que quand j'étais gamin, que j'ai oublié d'éteindre la lumière ou le robinet, mon père me disait tout de suite, oh, va couper l'eau parce que ça coûte cher. Alors que maintenant, moi, mes enfants, je leur dis pas c'est que ça coûte cher, je leur dis c'est que ça a un impact sur la planète. Et on a changé de dynamique de conscience, et cette caricature illustre bien ça. D'un côté, le gars, il éteint son robinet quand il se savonne les mains, et après il fait couler l'eau, alors que l'autre, il laisse couler. Problème de robinet,
de technique, là on lui dit un problème de conscience. Et c'est là où il faut, je dirais, en venir à cet esprit de conscience, c'est que, Jean-Christophe Victor l'a dit, c'est pas infini l'eau, au final. C'est qu'avec 7 milliards d'individus, ou peut-être 8 bientôt, cette ressource-là, évidemment, il y a des endroits où on a un énorme souci. On va parler des stress hydriques tout à l'heure. Alors, l'eau et les enjeux, il y a plein de choses. Il y a la répartition des ressources, déjà, elle n'est pas égale, vous allez voir un petit tableau après. Quand on habite au Canada, où il y a 20 millions d'habitants, ou quand on habite au Bangladesh, où il y en a 100 et quelques, on n'a évidemment pas la même ressource pour un pays qui n'est pas du tout de la même taille. Quand on habite au Brésil, pays gigantesque, avec un accès à l'eau énorme par les fleuves, ou au Congo. L'utilisation de cette ressource, comme on a pu la voir, la pollution et la contamination, qui est hyper importante. Pollution industrielle, chimique, agricole, qui fait qu'il y a des eaux qui sont impropres à la consommation, mais qui restent impropres longtemps. Enjeux et conflits, on en a parlé un peu, et puis des réflexions sur justement les 3 dynamiques de l'eau. On a une eau qui a vocation domestique, donc l'eau qu'on va avoir dans les foyers pour vivre, pour cuisiner, pour se laver. À vocation industrielle, on verra que par exemple pour fabriquer une voiture, il faut 35 mètres cubes. Donc ça veut dire qu'on ne va pas implanter une usine non plus n'importe où et qu'il y a un lien entre l'économie d'un pays et son accès à l'eau, très clairement. On ne va pas installer une usine de fabrication de produits comme ça au fin fond du Niger. Il n'y a pas d'accès à une ressource pérenne et en quantité. Et agricole. Et les conflits internationaux, il en a parlé un petit peu, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne suis pas un spécialiste du conflit international sur l'eau, mais il y a des points à parler là-dessus. Alors, le problème majeur, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est le problème d'accès à l'eau. 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau totale sur la planète. 5 millions meurent chaque année de maladies et d'infections liées à l'eau. Alors, il y en a, c'est des infections directes. Le choléra, c'est une maladie liée à l'eau. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs crises de choléra. C'est des gens qui boivent une eau impropre, qui a été souillée par les excréments en général, et qui ont une bactérie à l'intérieur qui s'appelle Cholerae. Et les gens ingèrent cette bactérie en buvant de l'eau et se vident complètement. Et donc en 48 heures, c'est la mort. Et là, ça touche les enfants, des grands costauds, des qui que ce soit. Il n'y a pas de limite d'âge. Et c'est très rapide. Donc si on n'intervient pas, en 48 heures, les gens meurent. Il faut réhydrater les gens. 3 millions d'enfants qui sont directement impactés, que ce soit par des problèmes de malnutrition, parce que l'eau va les rendre malades aussi, ou les problèmes d'assainissement. 2 milliards de gens sur la planète n'ont pas d'assainissement. Vous allez me dire, bon, c'est pas grave, ils vont dans la nature. Ça, c'est un énorme souci, parce que quand on habite dans une zone de bidonville, on a effectivement ce qu'on appelle des open defecation, la défécation à l'air libre, comme ils appellent. Et là, on se retrouve très rapidement avec des eaux de ruissellement qui sont les eaux qui vont aux sources de vie, mais aux sources de mort aussi. Donc ça, c'est un énorme souci qu'on essaie de lier quand on fait un projet d'eau. La dynamique en anglais, c'est WASH, c'est Water, Sanitation and Hygiene. Donc c'est l'eau, l'assainissement et l'hygiène, tout doit être ensemble pour que ça fonctionne. Parce que c'est pas le tout de donner de l'eau, mais si derrière il n'y a pas de latrine, l'eau va ruisseler au milieu des excréments et se contaminer. Alors il y a plein de choses qui ont été faites, il y a des dynamiques des Nations Unies avec les objectifs du développement durable, il y a tout ça sur les 15 prochaines années de réduire, et il y a des choses qui marchent dans certains pays. Et j'ai mis des petits points à la fin, c'est de combattre des inégalités sur plein de choses. Donc il y a tout un tas d'objectifs à atteindre pour 2030. Sur l'eau, il faut atteindre que certaines populations aient accès à l'eau. Le problème, il n'est pas vraiment de faire des normes, puisqu'on les connaît déjà, c'est d'avoir au sein des États une volonté politique de le faire, dans les États qui en ont besoin. Et dans beaucoup d'États dans lesquels on travaille, on va dire ça comme ça, il y a une grosse corruption déjà, et en plus, non seulement il y a une corruption, mais en plus il y a une volonté qui est parfois assez faible de vouloir développer des infrastructures. Et les gens préfèrent mettre l'argent à la banque que développer sur leur compte que développer les infrastructures pour le pays. Donc on a une énorme carence en infrastructure dans beaucoup de pays. Donc ça, c'est un problème de gouvernance. Alors voilà, les chiffres qui reviennent, c'est ceux-là et qui sont les chiffres les plus importants. Avec l'eau sur la planète, c'est des chiffres que vous connaissez déjà. 70% de la planète est composée d'eau. Ça c'est bien. 98% de cette eau a une teneur trop salée pour être potable.
on sait bien qu'on appelle la planète bleue parce qu'on a des océans et des mers. Donc ça veut dire qu'on peut extraire ça, mais ça reste pas quelque chose de viable parce que extraire de l'eau salée, on a des technologies, l'osmose inverse et d'autres technologies très connues, mais c'est petite échelle pour plein de raisons. Un, parce que ça nécessite, pour extraire le sel et diviser les matières, de l'énergie. Donc, pour avoir visité dans certains pays, à Dubaï et ailleurs, des usines, je me dis, mais c'est complètement fou ce qu'ils font. Mais ils font parce qu'ils ont accès au pétrole. Actuellement, ici, le pétrole, enfin le gazole est à 1,50 €. Avant-hier, ou il y a 3-4 jours, il était à 0,9 centimes en Arabie Saoudite. Donc évidemment, ce n'est pas un problème pour eux. Non seulement ils ont l'accès, en plus ils coûtent rien. Donc ils peuvent se permettre, mais je le mets entre guillemets, de faire ça, mais ce n'est pas quelque chose de durable. Donc la solution de dire, oh, mais on ne craint rien, on a l'eau des mers. Puis qu'est-ce qu'on fait avec la partie salée qu'on a extraite? Ça, c'est un énorme problème aussi. Et j'avais visité des endroits où il y avait des tas de sel, comme on voit ici au bord des routes quand il y a la neige, à part que dans ces pays, il y a très peu souvent de neige, même pour dire qu'il n'y en a pas. Donc on a un énorme souci de contamination aussi, et une énergie qui doit être mobilisée pour ça, et ce n'est pas, on va dire, la solution. Les eaux souterraines, les fleuves, les glaciers, ça représente très peu, au final. Très très peu. 8% de l'eau dans le monde est utilisée pour la consommation humaine, 70% pour l'irrigation, pour l'agriculture. Ça, c'est un chiffre qu'on ne connaît pas souvent, on n'a pas souvent en tête. 70% de l'eau, c'est pour l'agriculture. Donc il y a des pays qui ont vraiment une politique là-dessus de réduire. Alors il y a des pays qui ont extrêmement travaillé là-dessus. Israël fait partie, mais d'autres pays, je me rappelle en Jordanie, de réduire avec des gouttes à gouttes. Mais bon, on ne fait pas pousser n'importe quoi non plus avec un goutte à goutte. Donc il y a toute une stratégie adoptée avec la partie, je dirais, l'accès à l'eau. Alors, les chiffres, on en a parlé tout à l'heure, 200 litres en France, 300 aux États-Unis, certains pays d'Afrique, moins de 20 litres. Donc là, ça nous donne tout de suite un goût de la disponibilité. Alors, quelques chiffres intéressants sur ce tableau que j'aime bien. Ça donne en un coup d'œil la répartition et les 12 pays qui contrôlent les 75% des coulements terrestres. Donc, on voit des pays qu'on connaît tous, avec une ressource en eau importante, le Brésil, évidemment. Et c'est le Brésil qui est en tête, avec une ressource très très importante en kilomètres cubes par an, avec des rapports externes. Il y a des fleuves qui arrivent de Colombie et tout ça. Derrière, on a la Russie, le Canada, la Chine. Mais si je fais un petit parallèle entre le Bangladesh ici, où il y a beaucoup d'eau, mais il y a beaucoup d'habitants, et le Canada, on n'a pas la même surface, et du coup, on n'a pas la même amplitude. Et ça, c'est les 12 pays qui se partagent, en gros, l'écoulement terrestre. Alors voilà une carte qui est assez intéressante sur ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc on a essayé de repérer sur la planète les lieux qui ont un stress hydrique, c'est-à-dire une quantité d'eau disponible, minimum, et qui est un pourcentage. Et donc, vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est supérieur à 0,4%. Donc il n'y a pas de gros problèmes dans ces zones-là. Et puis tout ce qui est ici, avec ces couleurs plutôt beige, comme ici, c'est des zones qui sont confrontées à certains stress hydriques. Parce qu'il y a une population de plus en plus dense, parce qu'il y a un désert qui avance, il y a plein de raisons qui font qu'on a un stress hydrique sur ces zones-là. Et ce qui veut dire qu'il y a certains pays, comme ici les exemples que je vous donne, la Libye, Chypre, la Jordanie, disposent moins de 1 km3 par an. D'accord ? 1 km3 par an. La plupart des pays européens, pour vous donner une moyenne, pour obtenir des chiffres, c'est entre 10 et 200. Alors évidemment, la Norvège n'est pas la même que l'Espagne, c'est clair, mais c'est pour vous donner une idée. L'Italie a 185. Et donc vous voyez, des pays comme la Libye, toute la partie du Moyen-Orient, ont une dynamique qu'on appelle le stress hydrique. Le nombre de mètres cubes dont dispose chaque habitant est le critère retenu. Donc, à partir de là, on voit des chiffres comme cela, avec en Islande 600 000 mètres cubes par an et par habitant, et au Koweït 10. Donc, effectivement, on a un problème dans ces zones d'accès à l'eau, même s'il y a des eaux souterraines, mais qui sont des eaux fossiles, c'est-à-dire des eaux
qui ne vont pas se reproduire tout de suite. C'est des eaux qui ont été infiltrées quand on a le cycle de l'eau il y a 30, 40, 50 000 ans parfois. Et donc, elles ne vont pas revenir demain à alimenter notre aquifère. Alors, on dit qu'au-delà de 10 000 m3 par an, la ressource est très importante, mais en dessous de 100, elle est critique. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, le Koweït, on a 10. Et ici, on est à 1. Donc ça donne tout de suite l'ampleur sur des conflits qu'il peut y avoir avec des pays pour aller chercher des ressources ailleurs et pour éviter d'être dans ce stress hydrique. Alors l'utilisation de la ressource, ça c'est un énorme problème parce qu'on dit mais à qui appartient l'eau, le droit de l'eau, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et Jean-Christophe Victor l'a dit dans le petit film, c'est qu'un fleuve quand il passe, il traverse plusieurs pays. Comment on régule ça? Très compliqué. Je me souviens très bien de quand j'étais en Irak, des fleuves qui avaient été détournés de leur voie navigable pour ne pas alimenter certaines populations. Alors, on détourne une partie, mais on ne détourne pas tout. Mais ça, c'est un peu utopique, cette partie-là. Donc, un chiffre qui illustre ce que je vous disais tout à l'heure sur la répartition de l'eau entre l'eau domestique, l'eau industrielle et l'eau agricole, 4 pays. La Chine, alors ça date un peu, hein, ça date d'il y a 20 ans, parce que j'ai rien trouvé de plus précis sur ces pays-là maintenant, mais ça donne une idée. Non, ça date de 99, pardon, je crois. Et usage domestique en Chine, 6%, industriel 7%, agricole 87%. Maroc, qui est un pays qui a basé une grosse partie de ses finances sur l'agriculture, 92% pour l'agriculture. États-Unis 42%, France 15%. Et ça donne une idée, la France est un pays dit industriel, donc effectivement, on a une partie sur la partie industrielle qui est extrêmement importante. Alors qu'au Maroc, très peu. Ça a dû monter depuis cette époque-là, parce qu'il y a certaines usines qui sont montées, d'ailleurs, de voitures, de tout un tas de trucs comme ça. Mais juste en regardant ça, c'est intéressant quand on analyse un pays, comment il répartit ses ressources en eau. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est que le Niger ne va pas installer une usine de production de voitures ou de choses comme ça qui consomment beaucoup d'eau parce qu'ils sont en stress hydrique. Donc le niveau de développement d'un pays dépend aussi directement de son accès à l'eau. Très très important. C'est bien pour ça que chaque pays se bat pour avoir accès à un fleuve, à la mer ou à une ressource importante. Bon, ça c'est la carte pour la France, du coup je l'ai mis un peu... Alors, 2 pays que j'ai pris en exemple aussi, l'Inde et le Mexique, qui sont des pays qui utilisent à 90% de leurs ressources en eau à des fins d'irrigation. Alors en France, entre les années 50, les années 1900 et 75, le facteur a été x20 d'utilisation de l'eau. Donc ça veut dire qu'on a énormément exploité. C'est pour ça que notre carte, progressivement dans certaines zones, elle passe dans des zones un peu de stress hydrique et qu'on a effectivement, pour la consommation industrielle, beaucoup augmenté cette demande. Alors, il y a un truc que je veux aborder dans cette conférence aussi, c'est l'eau virtuelle. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion de l'eau virtuelle, si vous avez déjà entendu parler de ça. Et l'eau virtuelle, c'est en fin de compte toute l'eau que l'on ne voit pas, mais qui sert à la fabrication d'un bien ou d'un produit. Et là, je vous donne juste un chiffre. La production de viande nécessite entre 6 à 20 fois plus d'eau que des céréales. Ça dépend quelles céréales. Mais en gros, c'est ça. Pour produire 1 kg de bœuf, si on met tout assemblé, alors quand on voit ces chiffres, ça paraît énorme, il faut ça comme eau. 1 kg de pommes de terre, 590 litres. Ça, c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Parce que pour arroser les patates, je ne vais pas mettre 500 litres d'eau. Mais là-dedans, on compte le tracteur qui va en nettoyer. Enfin, j'avais vu toute la liste du truc. C'est extrêmement intéressant. Et tout est répertorié très très précisément. Et on arrive à des chiffres comme ça. Les pommes de terre sont nettoyées 3 fois. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent dans la fabrication, enfin dans ça, et dans la fabrication d'autres produits. Donc cette eau virtuelle, c'est quoi? Alors ça, c'est la consommation de l'eau. Je reviens sur le stress hydrique. Cette eau virtuelle, c'est malheureusement parfois aller chercher dans d'autres pays certaines ressources pour les faire revenir, et ça aussi c'est une exploitation qu'on connaît bien maintenant, certains produits. Alors là, il y a un exemple
assez clair, les États-Unis, qui représentent que 5% de la population mondiale, constituent le troisième consommateur d'eau douce. 1000 milliards de mètres cubes par an. On a vu hein, la quantité qui est utilisée. Voilà. Et donc moi je me rappelle très bien de collègues qui étaient venus, de collègues étrangers, qui étaient venus en France pour une année d'études et tout, et un jour il me dit mais il y a un truc qui se passe, il y a de l'eau qui circule dans la route, là ils sont en train de... Il y a un tuyau qui est cassé et tout. Ah j'ai dit non, il nettoie la route avec l'eau, comme ça. Ah bon? Ah ouais, c'est vrai. Oui mais il n'y a personne qui... Ça coule en continu, les caniveaux, et tout. Ça choquait des gens qui ont un accès très faible à ces ressources. Et là, on a l'exemple avec les États-Unis. Alors le concept de l'eau virtuelle, qui est quand même un concept extrêmement intéressant à comprendre, c'est l'impact qu'un produit ou une culture, en termes de consommation d'eau, peut avoir. Donc on exprime ça en équivalent eau pour un produit, et par kilo. Donc la quantité d'eau utilisée pour fabriquer un bien de consommation. Donc il y a plein d'exemples, mais vous voyez par exemple 1 kg de sucre. On a tous vu 1 kg de sucre sur une table, c'est pas énorme. Pour fabriquer 1 kg de sucre, pour le raffiner, pour tout ça, c'est 300 litres d'eau. Une fois de plus, un lien important. 1 kg de papier, 400 litres. Le pétrole, alors ça, j'avais pas compris, c'est quand je suis allé en Irak que j'ai visité une exploitation pétrolière, et les gars m'ont dit, mais il faut énormément d'eau pour sortir le pétrole. Pour refroidir les machines. Donc ça, c'est énormément d'eau pour refroidir. 2, pour des systèmes de nettoyage et tout. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et au final, vous vous rendez compte que pour une tonne de pétrole brut, et pas raffiné, on a 4 mètres cubes d'eau à avoir. Une voiture, alors c'est tout ce qui est les mousses, les trucs, le calcul c'est 35 mètres cubes. C'est énorme. 1 litre de bière, c'est 20 litres d'eau. 1 litre d'alcool, 100 litres. Un gobelet en plastique, c'est 3,2 grammes de pétrole. Et donc, vous faites le calcul avec combien il faut de pétrole, vous allez voir qu'il faut de l'eau pour tout ça. Donc, pour dire que l'impact, il est énorme sur cette eau qu'on appelle l'eau virtuelle, et que chaque chose, pour fabriquer cette table, on a eu besoin d'eau, c'est évident. Tout ce qui est autour de nous. Et on n'a pas du tout cette notion-là. Ça, c'est un point qu'on oublie souvent. Bon, il y en a plein d'autres que j'ai mis parce que c'est intéressant de voir les chiffres. On a du mal à... Voilà. Donc, cette carte, elle montre justement les importations nettes en eau virtuelle et la direction des flux. D'accord? Où est-ce que ça part, ça revient. Des fois, c'est complètement aberrant. Ça fait le circuit 2-3 fois. Bon, alors, il y a sûrement une prise en compte maintenant beaucoup plus forte. Hein. Cette carte, elle date un peu, je crois, 2005. Il y a eu depuis plein de choses, mais il faut dire que ça existe encore. Et qu'on a tous vu arriver des produits qui viennent de je sais pas où, alors qu'on peut en avoir à côté de chez nous. Donc, ça a une influence là-dessus. Alors, autre chose que je voulais aborder sur l'eau, c'est l'eau et le genre. Dans beaucoup de pays dans lesquels on travaille, une femme peut passer entre 2 et 6 heures chaque jour pour aller puiser de l'eau. Et l'eau transportée, c'est l'équivalent d'un semi-remorque par an. Ça peut aller jusqu'à 40 000 litres. 40 000 litres, donc 40 000 kilos, pardon. La problématique qui est liée aussi au fait de ne pas avoir l'eau à la maison, elle peut être liée à l'insécurité. J'ai travaillé pendant 2 ans sur la zone de Goma en République du Congo, et les gros problèmes qu'on a eu dans une ville comme ça, qui est très insécure, avec beaucoup de mouvements de groupes armés, c'était des viols de femmes, mais c'est des chiffres qui sont 1000 fois les normes de ce qu'on peut avoir ailleurs, mais même 1000 fois plus qu'à New York. On se dit, waouh, c'est quoi l'histoire? Et c'est souvent, lors des déplacements pour aller chercher l'eau, qu'il y a ça. Et on avait fait une enquête. J'avais demandé à mes assistantes, parce que je voulais que ce soit des femmes qui aillent rencontrer des femmes, pour les 700 000 adductions d'eau qu'on va les mettre, qu'est-ce que ça allait changer pour elles? On n'a pas vu 700 000 personnes, hein. Mais on avait fait une enquête assez large. Moi, j'avais été bluffé et surtout extrêmement triste de voir les chiffres. C'est que dans chaque foyer, il y avait quelqu'un qui avait été touché, qui avait pu parler d'une violence. Donc ça, c'est un problème qu'on connaît. Et après, il y a tous les autres impacts de la santé, avec le mal de dos, les blessures, tout un tas de choses qui sont connues. Et en parallèle, on va mettre le budget. On dit que les études sont assez claires, c'est que si l'eau coûte plus de 7% du budget de la famille, les gens ne pourront pas se la payer.
Donc c'est ce qu'on appelle la capacité à payer ou la volonté à payer. Donc, la capacité à payer, c'est qu'est-ce que je suis prêt à mettre qui ne va pas me coûter trop cher pour que ma famille ne tombe pas malade. Je vous donne un exemple ici. J'étais il n'y a pas longtemps en Éthiopie et une famille éthiopienne on avait un souci sur d'ailleurs un choléra. Pour soigner l'enfant, le choléra c'est gratuit, on soigne, c'est gratuit. Le problème c'est qu'avant que les gens arrivent dans les centres, parfois ils vont ailleurs et ça leur coûte cher. 150 € pour soigner son enfant. 150 € pour nous, entre guillemets, même si c'est de l'argent, c'est rien du tout. Eux, c'est 3 mois de salaire. Énorme. Pour une famille là-bas, c'était 3 mois de salaire. La famille a à peu près une ressource entre 50 et 80 €. Vous imaginez tout de suite ce que ça crée, cette problématique-là. Donc le budget eau et santé, c'est pour ça que quand on fait un projet d'eau, on va dire l'objectif premier, c'est réduire la mortalité et morbidité des populations. Et on le voit très bien, puisqu'il y a 150 ans chez nous, quand on a installé des réseaux d'eau et des réseaux d'assainissement, et ben on a fait disparaître en 1870 le choléra. Il y avait du choléra ici à Lyon, il y en avait partout. Lyon est une ville en plus très très chargée par les histoires des épidémies. Il y en a eu à Marseille, il y en a eu à Londres, en 1870-75, je crois la dernière. Donc vous voyez, c'est pas vieux, c'est qu'on a juste décidé à un moment donné, avec une volonté politique, de dire, ok, on canalise l'eau, on la traite, on n'a plus de lien entre l'eau et les matières fécales, et on évacue ça et on le traite. Tout ça, c'est je dirais, le vrai progrès du 19e, 20e siècle. Et dans beaucoup de pays, malheureusement, il n'y a pas ça. Et donc, on va avoir un impact sur le budget de la famille, mais sur la santé aussi. Alors ça, on l'a vu. Alors, pour aller un petit peu dans la pollution-contamination, il y a plusieurs problèmes. Il y a une contamination qui peut être directement liée à des effluents urbains qui ne sont pas traités. Et je ne vous ai pas mis des photos parce que c'est horrible, mais dans plein de villes, il n'y a pas longtemps, je suis allé au Ghana l'année dernière pour ça et sur une autre partie de l'Afrique, où on a des zones entières où ça se déverse, des effluents non traités. Donc dedans, il y a tout. Hein. Ça va de la tuberculose au choléra, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un énorme problème de santé publique derrière. On a très peu de pays qui ont, dans les pays en voie de développement, de systèmes de gestion des déchets. Non, tout est mélangé. Ça va tout dans la même fosse. Alors ça contamine les eaux de surface, et on a vu que la contamination pouvait apporter tout un tas de maladies et de pathologies liées à l'eau. Il y a un autre problème de contamination qui est la salinisation des sols, qui est lié au fait de l'irrigation. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans votre casserole, quand vous faites chauffer l'eau trop longtemps, et qu'elle s'évapore et que vous n'enlevez pas du feu, vous allez concentrer tous les sels minéraux. Et bien, quand il fait très très chaud, c'est la même chose qui se passe. J'ai vu ça dans les pays du Proche-Orient, c'était vraiment là que je l'ai vu le plus clair. Et au Pakistan, vous avez, vous ici qui connaissez tous la neige, des petites pellicules comme ça de 1 cm du sol, mais c'est pas de la neige, c'est du sel. Enfin, c'est du sel, c'est des minéraux et il y a du sel. Donc vous prenez, c'est très salé. Donc là, impossible de cultiver. Et donc chaque année, on perd 125 000 hectares de terres irriguées deviennent incultivables chaque année. C'est énorme par rapport à cette salinisation. Alors, enjeux et conflits, je ne reviendrai pas là-dessus parce que je n'ai pas suffisamment de billes, mais il a bien résumé les choses en disant que l'important c'est de trouver des accords. Donc évidemment, il y a des choses entre l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, on a vu ça, et je me souviens qu'en Irak, c'était la question qu'on se posait en 2003. Est-ce que la Turquie va, je dirais, parce qu'il y a des barrages en amont, des très gros barrages, est-ce que la Turquie va réguler ça? Il n'y a rien qui s'est passé. Bon, il y a des accords qui ont été trouvés, et chacun y trouve son compte. Alors, le droit de l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement flou. Il y a un droit international humanitaire, avec une réglementation, et là-dedans, on inclut évidemment l'eau, avec des choses comme limite imposée aux belligérants dans la conduite de sollicité et fourniture d'eau aux personnes protégées. C'est-à-dire que normalement, je n'ai pas le droit de bombarder, si je suis en guerre, le château d'eau et même le générateur qui va alimenter mon eau. Inutile de vous dire que c'est toujours un accident qui arrive et que c'est ça qui est touché. D'accord? Et ça existe depuis le Moyen-Âge où on montait dans le château et on allait balancer un rat ou un chat crevé dans le puits du château pour contaminer. Et même quand c'est beaucoup moins
dirais, technique que missile qui tombe, ça peut être d'autres choses. Au Libéria, j'avais été, le mot choqué, il n'est même pas assez fort, mais c'est énorme. Tous les villages qui étaient attaqués, ils prenaient, alors ce que je veux dire est horrible, mais c'est malheureusement la réalité, étaient attaqués et ils prenaient une femme enceinte, ils ouvraient, ils prenaient le fœtus et le balançaient dans l'eau. Alors, non seulement, vous avez bien compris que c'est horrible, mais ça voulait dire aux gens, pour eux, c'était partir, c'était même pas une question de nettoyer le puits, c'est au-delà c'est même pas le fœtus ne va pas contaminer l'eau, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire jusqu'où on peut aller, et ça c'est des politiques de terre brûlée qui existent dans plein de pays, on va contaminer l'eau comme ça. Donc, malgré qu'il y ait un droit de l'eau, vous imaginez bien dans des pays en guerre comme ça, le droit de l'eau, rien à faire. Donc c'est... Voilà, c'est intéressant d'en parler, mais je n'ai pas vu vraiment concrètement d'avancer là-dedans. Alors, il y a plusieurs bassins qui existent, on en parle, le bassin majeur, il y en a 300, qui se partagent dans plusieurs pays, avec des nappes d'eau intéressantes, et il y a des zones qui sont des zones plus ou moins protégées. En Amérique latine, il y en a quelques-unes. Et la question, c'est de dire à qui appartient cette eau-là. Alors, l'eau d'un fleuve, elle traverse, elle va d'un coin à un autre, et elle appartient au final à tout le monde et à personne. Et donc la réglementation est très compliquée à mettre en place. Alors Moyen-Orient, c'est sûrement la zone la plus tendue. Moyen-Orient, et on peut étendre ça sur le nord de l'Afrique. C'est des zones un peu les plus tendues. Mais malgré tout, il y a toujours quand même des compromis qui sont assez bons, même si ça reste des zones quand même compliquées, avec des enjeux depuis plusieurs années. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va dégénérer, mais pour l'instant, on n'a rien. Alors, Israël, c'est là où on a le plus de problèmes avec les territoires occupés, ça c'est évident. Et juste ça, c'est que les nappes du Golan, pourquoi Israël a repris ces zones-là, c'est tout simplement qu'il y a les ressources en eau, et que l'expansion du pays ne peut se faire que c'est des ressources. Donc tout ça a été accumulé avant, dans une politique très claire d'expansion. On va passer là-dessus. Je voulais juste aller sur... Voilà, l'eau et le changement climatique, et je m'arrêterai là-dessus, c'est de plus en plus, effectivement, de catastrophes naturelles qui peuvent arriver, qui amènent des gens à ne plus pouvoir vivre là ou à se déplacer régulièrement. Donc ça, c'est une contrainte qui touche des millions de gens. Il y a ce dessin qui est terrible, hein, mais qui est réel, et on le touche du doigt dans certains pays. Là, j'étais sur une simulation, d'un exercice de simulation il n'y a pas très longtemps, et dans l'exercice, il y avait un pays qui s'appelle les Maldives, que je ne connais pas, et leur problème à eux, c'est qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont disparaître. Mais il y a, je ne sais plus si c'est le Premier ministre ou quelqu'un qui avait mis il y a quelques années, il avait pris un bureau, son bureau, il avait dit, ben voilà ce que sera mon bureau dans quelques années. Et le gars, il est assis dans l'eau. Et on a une montée des eaux qui est assez rapide. Bangladesh, c'est pareil. Il y a tout un tas de zones dans le monde qui sont touchées. J'avais été surpris au Sénégal d'avoir vu ça, dans une zone qui s'appelle Sali, au sud, où il y a une montée des eaux qui a été très très rapide et qui n'était pas du tout prévue. Enfin, les projections, c'était plutôt 2030, machin. Non, c'est arrivé au début des années 2000. Donc, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, les gens qui fuient, entre 2018 et 2014, il y a quand même 102 millions de gens qui ont fui ces inondations. Alors, beaucoup, c'est en Chine, beaucoup, c'est dans les régions asiatiques, dans les zones de plaine. Donc ça, c'est quand même énorme. Et si on regarde ce chiffre-là pour les Philippines, on a 600 000 personnes qui ont fui en Chine, et 2 millions en Chine, et aux Philippines, juste sur un des typhons qui est arrivé cette année-là. Je ne sais plus quand c'est, 2014. En Inde, c'est récurrent, c'est régulier, surtout dans certaines zones. On a des États qui sont très touchés par ça, et de plus en plus touchés. Et au Bangladesh, Pakistan, dans ces deux pays-là, on peut avoir entre 500 et 500 000 personnes par an qui sont touchées par ça, sur des périodes courtes, moyennes ou très longues, ou ils ne peuvent même jamais revenir. Il y avait un projet, il y a une population qui s'appelle des Rohingyas, qui sont des apatrides de Birmanie, qui ont dû fuir pour des raisons politiques de l'autre côté à Cox's Bazar en Bangladesh, et il y a 1 million de gens. Donc déjà qu'il y a beaucoup de monde au Bangladesh, les gens ont dit non, nous on ne peut plus les garder, mais ils ne peuvent pas repartir.
Donc du coup, on leur a dit, on va mettre sur une île. Et en fait, les gens qui sont allés visiter, moi, je n'étais pas allé visiter cette île-là, mais j'étais sur un autre endroit. Et là, il y a des zones où il y a 20 cm d'eau, mais toute l'année. Voilà, c'est pas toujours. Et ça, c'est que le début. Donc il y a des zones même qui ont carrément disparu. Donc le cas du Bangladesh, c'est dans les décennies à venir, ce sont des millions qui seront évidemment obligés de bouger. L'Inde a déjà mis une mesure en place avec un mur qui a été érigé, le mur frontière. L'IB a fait un truc là-dessus, assez intéressant, où on voit effectivement, alors un mur, ça protège un peu, mais c'est pas le but. Et c'est un mur pour éviter que les gens, justement, entre les deux pays, ils appellent ça le mur de la peur. Voilà, donc ça, c'est vraiment lié à la montée des eaux, où on a entre 150 et 200 millions de gens qui sont exposés. Exposés sur combien d'années à venir, j'ai du mal à l'estimer moi, mais ça peut être assez rapide, dans les prochaines générations en tout cas, c'est sûr. Et pour l'instant, c'est l'Asie, avec des zones, surtout sur la Chine. Alors, le problème de la Chine, c'est qu'on n'a pas toutes les infos, on a bien vu avec l'histoire du Covid, où on n'a qu'une partie, on ne les a pas toutes et on ne les aura jamais toutes, mais sur les inondations, c'est pareil. On a des zones entières qui ont été déforestées, grande partie industrialisée pour fabriquer tout un tas de trucs, et on a du coup éliminé les zones humides qui servaient d'absorption de l'eau, et maintenant c'est des écoulements, donc en plus on a goudronné, donc catastrophe. Voilà, c'est très rapide ce que je voulais vous présenter, mais c'était pour vraiment attirer l'attention sur le fait que sur cette planète, il y a quand même des millions de gens qui manquent d'eau potable, que chaque année on en meurt. L'assainissement, 2 milliards de gens n'ont pas accès à un assainissement digne de ce nom, et que la partie agricole joue un énorme jeu là-dessus sur l'exploitation de cette eau, et qui a aussi un énorme problème lié à la pollution de toutes ces nappes. Voilà, donc moi je serais ravi d'échanger sur ça ou sur d'autres choses, sur l'expérience que j'ai pu avoir sur le terrain ou dans des contextes où j'ai pu travailler. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Est-ce que quelqu'un a des questions? On a un micro qu'on peut faire passer si jamais vous avez besoin. Si personne en a, moi j'en ai plein. J'arrive. Alors pendant que tu amènes le micro, pose-en une. Du coup, une de mes questions, c'était comment est-ce que toi, en tant que spécialiste qui vient sur ces zones-là, tu arrives à te protéger? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur toutes les zones où par exemple il y a des problèmes d'assainissement, etc., comment est-ce que toi, tu arrives à voir, comme plein d'autres? Alors c'est des zones à risque, et il y a du risque. Moi j'ai eu 2 ans d'exposition concrète avec Ebola tous les jours. Ebola, c'est un taux de létalité de 70%. La Covid, on a 0,1 pour donner une idée. Et vous, population jeune, 0,03. Donc on va dire qu'on est loin. Donc la problématique d'Ebola n'est pas liée à la problématique de l'eau, mais on a besoin de beaucoup d'eau pour soigner les gens dans les centres de santé. C'est 300 litres. Parce que les gens ont besoin de cette eau-là. Et dans un centre de choléra, c'est 60 litres dans un hôpital. Si tu n'as pas cette ressource, ça devient un vrai problème. Donc comment nous on se protège? Bon, on est formé à ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est intouchable. On a des mesures de précaution qu'on connaît avant d'arriver, d'observer, de prendre les précautions qu'on appelle universelles, de protection déjà physique. Donc ça peut être des gants, un masque, même si là le masque il sert à rien, je vous le dis, mais qu'importe. Dans certaines situations il sert. De combinaisons qui vont être des combinaisons qu'on appelle des équipements de protection. Voilà, tout un tas de choses. Et après, être capable d'isoler des gens dans un milieu qui évite la contamination. Donc, le risque, il est tout le temps là, avec plein de choses. Le choléra, c'est dans l'eau. Et j'ai eu un choléra, enfin, j'en ai eu plusieurs qui ont attrapé le choléra par perte de vigilance, mais je ne leur en veux pas, parce que quand on travaille 15-17 heures par jour, parfois 3 mois d'affilée sans aucun week-end, on perd de la vigilance. Donc ça peut arriver. Ça, c'est le gros problème des équipes que j'ai sur le terrain, et j'avais sur Ebola. Et moi, le premier, c'est que comment on peut tenir, et pas quand on est malade et s'infecter, quand on est aussi impliqué et aussi exposé, et donc savoir prendre du recul, parce qu'il y a des gens extrêmement pointus, et même le spécialiste mondial en est mort, on va dire, que ça fait quand même peur, parce qu'il avait touché une surface contaminée, s'est touché les yeux, s'est touché la bouche, et la charge virale était très importante. Et les suites ont été assez rapides. Donc vous voyez, il n'y a pas de recette miracle.
il y a la vigilance à garder là, le professionnalisme à chaque fois, mais voilà, on est à risque. Et quand on est dans une épidémie, moi ça me fait rire quand j'entends la radio maintenant, parce que tout le monde est spécialiste d'épidémie, vous allez chez le coiffeur, machin, tout le monde connaît les épidémies, et raconte un peu tout, n'importe quoi, mais ça c'est autre chose. Et on est tous ce qu'on appelle des cas contacts. D'accord? Un cas contact, quand on arrive à vivre une épidémie, on est tous en cas contact. Vous arrivez, moi je dis toujours, ah, il est bien, oui, ben ça y est, t'es un cas contact. Donc on est tous dans des situations d'exposition de toute façon. Ouais, tu avais une question? Je tutoie facilement, hein, si ça me gêne, vous me dites. Pas de problème. J'avais une question. Vous avez dit que le monde il a des limites de tout ce qui sont limités. Mais moi ma question c'est par rapport aux pays qui ne sont pas encore industrialisés. Il y a une vision du monde aujourd'hui où les gens se disent que par exemple tous les pays en voie de développement ou ceux qui sont dans une pauvreté absolue, cette logique ils vont tous arriver un jour à s'industrialiser, à devenir aussi performants. Et vu ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a un fatalisme aujourd'hui qui est lié au fait que des pays ne pourront jamais se développer, qu'il n'y aura jamais assez d'eau douce dans ces pays. Et donc il y a une domination qui va forcément rester active dans les pays occidentaux qui, eux, ont une domination et seront toujours de plus en plus énergivores. C'est ça l'analyse. Et donc du coup, c'est compliqué à le dire comme ça, de manière crue, mais c'est un peu ça. Et la lutte, elle est un peu là-dedans. Et c'est pour ça qu'on voit une lutte maintenant avec d'autres pays qui arrivent, la Russie, qui joue un rôle inimaginable en Afrique. Moi, il y a 30 ans, la première fois que je suis allé en Russie, Côte d'Ivoire et Libéria, il n'y avait pas de Chinois. Et d'ailleurs, j'ai fait mes études avec des Malgaches et les gens n'avaient jamais vu de Chinois. Les Africains, les gens bridés, ils ne connaissaient pas. Donc, ils n'avaient jamais eu. Bon, maintenant, il y en a partout. Des Russes aussi qui ont mis une grosse mainmise sur l'Afrique et sur le développement. Et donc, on a effectivement tout un tas de nations qui ont une grosse influence. La France a perdu beaucoup de son influence, mais ça, c'est peut-être pas plus mal dans certains cas. Mais beaucoup de pays ne pourront pas se développer pour ne pas avoir accès à l'eau, ça c'est sûr, c'est évident. Et auront toujours cette pression-là, et ils resteront à un niveau, voilà, stagneront dans ce développement-là. Donc comment ça va se passer par la suite, j'en sais rien. On a vu la limite avec le Covid de ce qu'on appelle l'usine Chine, c'est-à-dire qu'on fait tout fabriquer là-bas, et on fait venir, c'est très bien, c'est tant mieux, c'est pas cher et tout. Ouais, puis le jour où on a besoin d'un truc et que tout est bloqué, eh ben on n'a pas. Donc toute cette partie décentralisation de notre industrie, de notre économie, il y a une vraie grosse réflexion à nouveau dans certains pays. Ça c'est super important. Maintenant, il y a des pays qui ne peuvent pas, eux, redévelopper. Nous en France, on a certains savoirs et certaines choses qui nous le permettent. Demain, le Burkina Faso ne va pas dire, moi je ouvre des usines de ci, de ça. Non, ils n'auront pas ni la technologie, ni l'accès, et ni les ressources électriques, parce qu'on parle d'énergie, et on n'en a pas parlé là, mais la ressource, un des indicateurs de développement d'un pays, c'est l'accès à l'eau, comme on a vu, mais c'est aussi l'accès à l'énergie, obligatoirement. Donc, le pays qui, en Afrique, a une ressource qui pourrait donner de l'électricité à 19-20 pays, c'est le Congo, Kinshasa, le RDC, ancien Zaïre. Pour avoir vécu là-bas en tout 3 ans, il y a de l'électricité 3 heures par jour dans certains endroits, 3 heures, et le reste, c'est des générateurs. Mais les générateurs, il faut que j'ai de l'essence pour mettre dedans les pays. Sinon, quelques panneaux solaires, mais ça c'est bon pour faire marcher des petits trucs, mais vous n'allez pas faire marcher une usine avec ça. Donc, tout ça, c'est tout imbriqué, et effectivement, je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir une révolte, quelque chose qui va se passer là-dessus, mais l'accès à l'eau et l'énergie sont deux choses qui vont permettre au pays de se développer. Quand il n'y a pas accès, comment ça va se passer? Ça, j'ai pas de réponse. Il y a une question. Du coup, je te tiens comme ça. Oh, regarde. Moi, ma question, c'était, je voulais savoir, quand vous intervenez sur des cas dans des pays d'Ebola, quelles sont vos solutions que vous amenez et que vous mettez en place, vous, dans le cadre de votre travail, pour régler sur des grosses épidémies, pas que sur des cas individuels, mais vraiment sur des grosses épidémies sur des villes entières. Qu'est-ce que vous apportez comme solution pour régler le problème sur l'instant? Très bonne question. Je peux peut-être donner 2 exemples. Haïti avec le choléra, qui a été touché avec 1 million de cas sur 10 millions de population, donc c'est quand même une très grosse épidémie. Et puis Ebola en Afrique de l'Est.
de l'Ouest, pardon. Je suis intervenu sur plusieurs crises, choléra, Ebola, mais on va prendre ces deux-là. On va prendre déjà le cas d'Haïti. Haïti, ils avaient toutes les misères du monde, mais une qu'ils n'avaient pas, c'était le choléra. Ils avaient tout ce qu'on veut, les dictatures, les cyclones, les machins, tout était là, les tremblements de terre en 2010. Dans la même année 2010, j'y suis allé 3 fois pour 3 choses différentes. Un tremblement de terre, un cyclone et le choléra. Donc la résilience, eux, ils savent ce que c'est. Donc quand on arrive sur place, c'est quoi? C'est déterminer ce qu'on appelle le triangle magique de l'épidémiologie, c'est combien de personnes sont touchées, quels sont les symptômes, c'est quoi, c'est où, c'est depuis quand, et c'est quoi la répartition des âges. Ça nous donne une idée, donc on fait notre première estimation. En fonction de ça, on voit sur quoi on agit. On fait des diagnostics, et on se rend compte de quoi les gens sont malades. Parce que parfois des pathologies sont très proches, similaires. Ça peut ressembler à un truc, mais c'est un palu. Donc tu ne vas pas soigner la même chose pour un palu. Donc quand on arrive, notre rôle, il est de vérifier quels sont les... Je cherche les mots parce que tout vient en anglais dans notre métier, on parle toujours en anglais, donc les gaps, les manques, pardon. Les manques que l'on a au niveau du pays pour pouvoir faire face. Donc faire face, ça veut dire quoi? Apporter une infrastructure pour soigner les gens. Je vais vous donner 2 chiffres qui vont vous permettre de bien comprendre. En France, métropolitaine, etc., on a entre 350 et 400 médecins pour une population de 100 000 habitants. Le pays que je reviens, le Soudan du Sud et la Somalie, justement, c'est 2 médecins pour 100 000 habitants. Donc quand il y a une crise, tu comprends bien que très vite, on n'a pas de personnel. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On apporte une expertise technique. Donc on va amener du personnel technique pour mettre en place des hôpitaux, soigner, monter des infrastructures. C'est-à-dire que demain, si on dit il y a une crise Ebola, il faut que tu transformes cet amphi en un centre de traitement Ebola. Donc je vais créer une entrée, 4 sorties d'entrée. Une pour les soignants, les soignés, les déchets et les décès. Ils ne doivent jamais se croiser. Donc on va créer ça, on va créer de l'espace, on va apporter de l'eau, comme on a vu, jusqu'à 300 litres d'eau par jour et par personne. On va apporter le matériel pour protéger les gens, on va les former, comment tu mets cet équipement, comment tu l'enlèves et comment tu le décontamines ou comment tu le nettoies, tu le brûles. Comment les soignants vont apporter sans s'infecter, donc toute cette partie-là. De quoi on va manquer en termes de matériel, pour peut-être des incinérateurs. Comment on va gérer, et ça c'est un énorme problème, c'est la gestion des corps. Quand tu gères une épidémie, tu as 10 piliers. On s'appuie sur 10 piliers, c'est pour ça que des fois j'ai vraiment les cheveux qui s'irrissent sur la tête quand j'entends à la radio certains grands experts. On s'appuie en France sur 3-4 piliers pour gérer l'épidémie, il y en a 10, qui vont de la coordination à la gestion psychologique, à la gestion des flux aux entrées, à la gestion des prises en charge, des cas, et ainsi de suite. Donc on va voir les 10 piliers, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qui nous manque. D'accord? Et en fonction de ça, on va mettre en place les choses. Un des piliers, par exemple, le numéro 2, c'est ce qu'on appelle la communication des risques et l'engagement communautaire. Donc c'est d'expliquer aux gens c'est quoi la maladie, c'est quoi les risques auxquels vous êtes confrontés et comment vous en protégez vous et votre famille. Et après, si vous êtes infecté, qu'est-ce que vous faites? Et là, on utilise des techniques qui sont des techniques de passation de l'information. Et on essaye de ne pas utiliser, et là ça va peut-être vous faire rire, des choses qui sont extrêmement importantes. On ne fait jamais peur, on ne stigmatise jamais, et on ne culpabilise jamais, et on n'infantilise jamais. Ces 4 mots-là, je pense qu'on les a bien vécus, nous. La gestion de la crise ici, on nous a bien pris pour des dindons. Donc du coup, ça c'était le premier message qui avait été donné, on est en guerre, on fait peur. Ça veut dire, dans la gestion de l'épidémie, on va justement faire le contraire, c'est qu'on va essayer de rassurer la population et pas mentir sur la situation, donner une information. Donc, on va faire tout ça. Après, on va mettre en place les infrastructures. Il y a un autre gros problème dans une épidémie, c'est la gestion des cadavres. Ebola, 70% de létalité. Marbourg, qui est une autre fièvre hémorragique, il y en a 5, 80%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui rentrent dans le centre, il y en a 30 qui vont sortir vivants et les autres vont en sortir dans un 5 mortuaire. Le problème des gens qui sont dans un 5 mortuaire, c'est que leur charge virale est tellement forte que ça les a entraînés à la mort, que du coup, c'est eux les plus contagieux et infectieux. Donc il faut gérer ces gens-là de manière en faisant très attention.
Donc on forme des équipes. Les équipes, ça s'appelle, en français, c'est enterrement digne et sécurisé, qui permet de prendre en compte que c'est une personne qui vient de mourir, hein, c'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Donc il y a une dignité là-dessus. Et sécurisé, c'est qu'il y a un protocole pour faire ça. Donc c'est des 5 mortures à 400 microns, il y a tout un tas de trucs pour pas contaminer. La plus grosse contamination sur des épidémies comme ça, c'est les cadavres. Il y a des gens qui ont pu infecter 300 personnes pour avoir touché les cadavres, parce qu'il y a des rites mortuaires, enfin des célébrations. Donc voilà, pour dire qu'on va faire tout ça, on va amener de la communication, sensibilisation, des messages très clairs, comment on organise une prise en charge, comment on gère les flux, comment on gère les déchets, comment on gère les décès, comment on gère l'information, comment on gère le soutien psychologique pour les patients, parce qu'être dans ces cas-là, on se dit waouh, c'est chaud, et les familles. Comment on va gérer les entrées et les flux pour les frontières, comment on va gérer la partie logistique, ce qui s'appelle opération support logistique, et la partie prévention contre l'infection, dont je m'occupe souvent, c'est vérifier que si je transforme ça en cas Ebola, ça devient non pas un cas de transmission, mais un centre de traitement. Donc on va faire tout ça, avec des équipes qui ont multidisciplines. Ebola. Choléra, on va faire à peu près la même chose. Et si je prends l'exemple d'Ebola, pour finir sur ça, en Afrique de l'Ouest, quand on est arrivé, c'est une maladie qui n'existait pas là-bas. Donc qui est arrivée, pour l'instant, on ne sait pas bien comment, mais ça c'est un autre problème. Et notre but a été tout de suite, je vous ai dit qu'il y avait 20-25 soignants pour 100 000 habitants, donc il y avait une carence, donc on a fait venir du monde. Après, un autre chiffre intéressant, en France, on a à peu près, même si nous en avons flingué pas mal en 20 ans, 6 lits pour 1000 personnes. On en avait 8 ou 10 à une époque. Ils sont en train d'en faire longtemps. Dans certains pays, c'est 0,5%. 0,5 lits, pardon. Donc, dès qu'il y a une crise, vous avez bien compris que la saturation, elle arrive tout de suite. Donc, notre rôle, il est de faire le 8e, 9e pilier qu'on appelle la continuité hospitalière. Ce qui, en parenthèse, n'a pas été fait ici non plus. On a préféré soigner que du Covid et éliminer des gens qui avaient d'autres pathologies, cancer ou autres. Et c'est un choix politique, ça. Notre rôle, nous, dans les crises comme ça, c'est de créer des tentes à côté, avec des tentes qui peuvent être grandes comme ça, qui font 350 mètres carrés, et sur lesquelles on va isoler des patients, soigner des patients, pour éviter une saturation du milieu qui est déjà hyper saturé, avec 0,5 lits pour 1000 habitants. Voilà. Il m'est arrivé d'aller dans des centres choléra en Haïti, où on a un centre de santé qui va être grand, un espace comme cet espace-là, si vous voulez, là-devant, où il y a une sage-femme qui est là, il y a 2-3 lits, et puis en période épidémique, on avait 350 patients. Vous avez bien compris qu'ils ne tiennent pas là, même en étage. Donc il faut créer des structures pour assurer cette continuité hospitalière. Donc tout ça, c'est ce qu'on va faire. Fournir l'eau, et voilà. Donc il y a une partie transfert de technologie et de formation. Et puis après, il y a tout le suivi épidémiologique, vérifier d'où vient la maladie, d'où vient la transmission, qui transmet, est-ce que c'est individuel, communautaire, ou d'où démarre le cas. Donc on va suivre le cas index pour aller voir ça. Enfin, plein de choses intéressantes, mais en même temps contagieuse et délicate à gérer. Voilà, je ne sais pas si ça répond à... Il y a plein de trucs, mais c'est ça. Alors, j'avais une question sur, du coup, je ne sais pas si vous en avez parlé au début de la conférence, je n'étais pas là, mais sur les perspectives d'évolution pour l'assainissement des eaux. Vous avez dit qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement des eaux. Il y a des programmes de l'ONU, des organes subsidiaires qui s'occupent de ça. Combien de personnes vont, dans le futur proche, dans un futur plus lointain, avoir accès à une eau plus saine finalement ? Alors, sur la partie assainissement, il y a plein de techniques qui existent. Au final, les techniques, on les connaît. Le problème, il est plus quand on est dans des zones de bidonville et dans des zones où on a des milieux très confinés. Là, c'est très compliqué. Parce que trouver un assainissement, il suffit d'avoir 7 à 10 mètres carrés autour de la maison et tu fais un épandage qui est raisonnable. Et ça posera beaucoup moins de problèmes. Le problème, c'est quand quand vous allez à Delhi ou quand vous allez dans certaines villes au Nigeria et tout, ou en Éthiopie, à Addis Abeba, vous avez parfois 1 million de gens qui habitent dans des zones très 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 restreintes. Et c'est une famille qui utilise, c'est une latrine pour 50 personnes. D'accord ? Donc ça pose un énorme souci, ça déborde, c'est plein, c'est tout ça. Et donc les solutions dans ces zones-là,
il faudrait tout simplement qu'il y ait plus de place pour les gens. Tu vois, mais ça, la solution, elle n'est pas technique, elle est de dire que les gens sont venus envahir des zones urbaines pour plein de raisons, soit parce qu'ils ont fui des conflits, c'est ce qui est le cas dans beaucoup de pays, soit parce qu'ils sont venus là parce qu'il y a du travail, et qu'ils sont venus se vendre, voilà. Ou soit parce qu'il y a eu des réfugiés climatiques dans certaines zones, c'est aussi le cas. Donc il y a plein de raisons qui font que les gens viennent dans les villes. Donc, pour les zones urbaines, extrêmement compliqué, extrêmement très compliqué, et du coup, il n'y a que des quartiers qui sont privilégiés. Dans les zones rurales, c'est beaucoup plus simple. On a des solutions familiales, des écosanes, donc des latrines avec infiltration, avec une fosse, qui sont très très faciles à faire et qui permettent de jouer leur rôle d'assainissement, c'est-à-dire contenir et isoler les matières fécales pour pas qu'elles rentrent en contact avec l'eau. Et ça, en zone rurale, je trouve qu'on a fait une énorme progression. Là où il y a un vrai gap, c'est en zone urbaine, où malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors, c'est des fosses qui vont être vidangées, et le problème qu'on a, il est extrêmement simple, et je l'ai vu maintes et maintes fois, c'est que, ok, on enlève ça du point A pour le mettre où au point B, et du coup, c'est pas réglé le problème. C'est juste déplacer le problème. Donc, tant qu'on n'a pas des vrais systèmes comme ici d'évacuation des eaux, des égouts, on aura toujours la même problématique dans les zones urbaines. Les villes sont de plus en plus grandes. On prend des villes comme Mexico, il y a 30 millions d'habitants. Donc évidemment, une ville, pour revenir sur un exemple concret de Goma, ça va vous donner vraiment la... Goma, c'est une ville qui est à l'est du Congo. Quand les Belges étaient là dans les années 60, c'était la ville sûrement paradisiaque des Belges là, parce que c'est très beau, il y a un volcan derrière, là, le Nyiragongo, il y a le lac. Il y avait 70 000 habitants. Je connais les chiffres parce que quand j'ai travaillé sur le réseau d'eau pour l'étendre, maintenant à Goma, il y a 1 million d'habitants. 1 million. Simplement que le réseau d'eau, quand il est dessiné sur la ville, si vous voulez, si on va dire que ça c'est la carte de la ville, le réseau des Belges, ça correspondrait à des grands comme ça, quoi. C'est un tout petit truc, ça ne représente plus rien. Et il a 60 ans. Donc, dans ces zones-là, il y avait un assainissement, il y avait de l'eau potable. Pour, allez, on va dire 100-120 000 habitants, ça aurait pu marcher. Pas 1 million, on a multiplié. Donc ça, c'est le gros problème de l'urbanisation non contrôlée, et il n'y a pas de solution. Enfin, quand rien n'est réfléchi ici, si demain on décide de faire un immeuble là, c'est évident qu'avant, il y a le raccordement aux égouts qui est prévu. C'est évident maintenant dans le schéma directeur. Parfois, dans certains endroits, pas du tout. Donc, pour te dire des solutions, malheureusement non, ça serait plus des solutions de comment on va gérer la mobilisation des populations et comment on va mettre en place une politique urbaine. Voilà, et c'est plus simple. Alors là, c'est hyper compliqué, c'est hyper anarchique, c'est très corrompu, parce qu'il y a des gens qui payent pour venir là, et même des fois qui payent, je me rappelle en Sierra Leone, pour venir habiter sur des ordures. Et on fabrique des terrains, quand je dis on fabrique, parce qu'on va sur des lacs ou sur la mer, on vide des ordures, on entasse, et il y a des gens qui s'établissent là-dessus. Il y a beaucoup de gens, hein, c'est énorme. Alors vous avez bien compris que c'est pas stable, que c'est un problème, mais les gens n'ont pas autre chose. Donc parler d'assainissement, c'est encore une autre problématique derrière. On va peut-être entretenir la dernière question, parce qu'après Jean-Pierre doit y aller. Est-ce que quelqu'un a une dernière question ? J'aurais bien aimé savoir vos perspectives sur le futur. Vous avez parlé de salinisation du sol, de montée des eaux, des règlements climatiques. Est-ce qu'on peut quand même être optimiste, avoir une petite touche d'espoir ? Ouais, moi j'espère que oui, et en fin de compte, c'est vous, plus que moi, qui suis en fin de carrière, qui allez... moi j'ai une énorme confiance dans les générations à venir là-dessus, sur une vraie prise de conscience qui n'était pas du tout la nôtre, parce qu'il y avait d'autres choses peut-être à gérer, je ne sais pas, mais il y a une vraie prise de conscience, ça c'est clair. Moi j'aime bien la photo tout à l'heure du gars avec le robinet ouvert à l'autre, c'est un problème technique, l'autre dit non, c'est un problème de conscience. C'est ça qu'on est arrivé à faire et ça prend du temps. Donc par rapport à ça, moi ce qui m'encourage dans beaucoup de pays que je traverse, c'est quand même de voir des populations qui ont des vrais problèmes de survie. Quand on fait un problème d'urgence,